Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélons 5 des attaques de loups les plus effrayantes jamais enregistrées. D'une dernière erreur d'un photographe dans les bois glacés du Minnesota à un combat ultime d'un randonneur dans le désert de l'Alaska. Mais d'abord, nous commençons en France, où un jogging matinal à travers un parc safari s'est transformé en une lutte pour la survie contre une meute de loups en liberté. C'était le 3 avril 2017, à Thoiry, en France. À l'intérieur du parc Safari Zoo de Thoiry, le secteur des loups adjacent à l'enclos des bisons, censé imiter la quiétude sauvage de Yellowstone, semblait calme. Pourtant, dans les ombres de ces pins, quelque chose de vivant et d'attendant s'agitait, un rythme silencieux de mouvement qui allait bientôt briser ce silence pour de bon. Camille Morel avait 29 ans, était instructrice de fitness à Versailles et vivait selon une routine. Connue parmi ses clients pour sa précision et sa discipline personnelle, elle a maintenu le même programme d'entraînement où qu'elle soit. Après 6 mois de cours ininterrompus dans son studio, elle avait décidé de passer un week-end au Thoiry Zoo Safari, un des rares endroits près de Paris à offrir aux visiteurs une immersion en pleine nature sans quitter le pays. Ce n'était pas sa première visite. Elle y était déjà restée une fois et se souvenait de la tranquillité de se réveiller avec des sons d'animaux au lieu de la circulation. Elle a réservé le chalet non seulement pour se reposer, mais aussi pour garder son habitude de courir en plein air. Pour ses amis, la décision de Camille était logique. Les sentiers du parc et les routes pour les visiteurs étaient bien balisés et sûrs pendant les heures d'ouverture. Elle avait lu le dépliant de sécurité sur les zones interdites et croyait que sa connaissance des lieux la rendait assez prudente. Son chalet donnait sur le secteur des loups clôturé adjacent à la zone des bisons, une disposition conçue pour réduire le stress des espèces mélangées et la responsabilité lors des excursions pour les invités. Les animaux étaient séparés par des barrières naturelles et des zones à double clôture, et les invités étaient informés que la zone d'observation était complètement sécurisée. Camille faisait confiance au système. Son objectif ce matin-là était simple, un jogging rapide de 3 km avant le petit déjeuner comme elle le faisait chaque matin chez elle. Le paysage du zoo était une fusion étrange de calme naturel et de nature sauvage contrôlée. Pins en groupes ordonnés, sentiers de sable et un ruisseau artificiel traversant les basses de terre. À l'aube, la route de service et la piste intérieure semblaient être presque identiques, un problème connu dans les parcs en voiture où la lumière matinale aplatit le contraste. Au-delà du bord du chalet s'étendait une route de service en gravier utilisée par les gardes forestiers et les jeeps de visite. Le territoire des loups s'étendait sur près de 20 acres de terrain boisé. Les loups gris, les plus grands des canidés, peuvent peser plus de 100 livres et courir jusqu'à 56 km/h en courte rafale. Le comportement de la meute tourne autour de la coopération et de la hiérarchie. La plupart des attaques sur les humains se produisent uniquement lorsque les animaux se sentent menacés, acculés ou voient un mouvement inhabituel qui déclenche la poursuite. En captivité, le stress ou des limites franchies peuvent altérer ses instincts. Ce matin-là, un contrôle de maintenance prévu avait retardé certaines des opérations matinales du parc. Les ouvriers avaient ouvert une porte de service interne près du chalet pour faire passer un petit véhicule utilitaire. Le givre de la nuit avait glacé le mécanisme du verrou, empêchant l'enclenchement complet du double verrou. Et lorsqu'un des travailleurs a reçu un appel concernant un problème mécanique ailleurs, il est parti en mode maintenance sans s'assurer que c'était sécurisé. L'interverrouillage de la porte était censé être réactivé une fois le personnel passé, une étape qui a échoué. Vers 7 heures du matin, Camille est sortie avec son téléphone et une petite bouteille d'eau. Elle a couru le long du chemin de gravier qui bordait la zone des invités. Ne voyant aucun panneau d'avertissement à cet angle, elle supposa qu'il bouclait en toute sécurité vers le sentier périphérique. À 7h20, elle était à près d'un demi-mile. La route descendait légèrement, bordée de troncs de pins et de broussailles ouvertes. C'est alors qu'elle est entrée sans le savoir dans l'enclos des loups. Les loups avaient été nourris la veille au soir, mais restaient alertes et actifs après une nuit froide. 3 d'entre eux, le mâle dominant et 2 subordonnés, se trouvaient près du bord nord, agités par l'odeur du mouvement humain. Depuis la tour d'observation surplombant une partie de l'enclos, un gardien de zoo qui scrutait la zone remarqua la joggeuse solitaire et demanda confirmation par radio que l'itinéraire était dégagé. Quelques secondes plus tard, il réalisa qu'elle était à l'intérieur de l'enclos. Il cria dans la radio pour demander une patrouille, mais avant que les mots ne soient entendus, un mouvement brisa le calme en dessous. Au début, les loups n'ont pas chargé. Ils sont apparus des arbres, bas au sol, queues raides, têtes alignées. Camille a ralenti, confuse par leur présence, mais pas immédiatement paniquée. Elle les avait déjà vus derrière des clôtures et pensait que la barrière devait être proche. Quand ils ont commencé à avancer en un arc lent et délibéré, le changement de posture l'a fait se figer. Elle s'est retournée, a vu l'étendue vide de gravier derrière elle et a commencé à courir en arrière, plus vite cette fois. Les loups ont égalé son rythme, puis ont accéléré, leurs pattes frappant contre la terre. Elle a commencé à courir à toute vitesse. Le gardien de zoo observant d'en haut a vu Camille jeter un coup d'œil en arrière une fois vers les loups. Près d'un fossé de drainage, son pied a trébuché sur le gravier inégal et elle est tombée en avant, frappant fort. Avant qu'elle puisse se relever, le loup de tête s'est agrippé à sa cuisse droite, tirant en arrière avec un mouvement violent.
Elle s'est tordue, essayant de se libérer, mais un autre loup a bondi sur son épaule. Son cri a traversé l'enclos, aigu et déchirant. Le gardien du zoo dans la tour a déclenché l'alarme et a contacté les Rangers par radio. Le véhicule d'intervention a été redirigé autour des clôtures intérieures, retardant l'arrivée à un peu moins de 10 minutes, ce qui est dans la norme pour un appel d'urgence initié par un gardien. 2 autres loups se sont joints, l'entourant alors qu'elle essayait de ramper vers le fossé. Le loup de tête a lâché et repris plus haut, ses dents s'enfonçant dans sa hanche. Elle a frappé avec ses mains, grattant le gravier, essayant de se pousser en avant. Mais l'un des animaux a mordu son bras, secouant jusqu'à ce qu'il se détache. En quelques instants, elle était sur le dos, se débattant alors que la meute tirait des côtés opposés. Elle donna un dernier coup de pied faible puis s'immobilisa. Les rangers sont arrivés dans les 10 minutes à bord d'un véhicule. Ils ont trouvé les loups rassemblés autour du corps de Camille, tête baissée et mâchoires en action. Des coups de semonce ont dispersé la meute dans les arbres. 2 gardes forestiers se sont approchés tandis qu'un autre appelait une équipe de tranquillisants. Camille était allongée sur le côté, ses vêtements déchirés, avec de profondes morsures de l'épaule à la cuisse. Un garde forestier a vérifié son pouls et n'en a trouvé aucun. Ils l'ont recouverte d'une couverture thermique et sécurisé la zone jusqu'à ce que les 5 loups soient endormis. Une autopsie a confirmé la mort par exsanguination, une perte de sang massive due à de multiples lacérations profondes et un traumatisme écrasant aux membres. Le corps a été transporté sous escorte à Versailles cet après-midi. La famille de Camille a intenté une action civile contre le zoo safari de Thoiry et sa société mère, alléguant une négligence grave et une violation du protocole de sécurité. Après une année d'enquête et d'audience, le tribunal a statué en faveur de la famille. Le parc a discrètement conclu un règlement sans appel. Après l'incident, une enquête pour négligence criminelle et un audit indépendant de l'enclos ont été menés. Le Thoiry Zoo Safari a mis en œuvre des améliorations procédurales, installant des verrouillages et des alarmes qui se déclenchent si une porte reste ouverte plus de 15 secondes. Pourtant, même lorsque le parc est devenu silencieux après les événements et dans le Minnesota, un photographe est sorti pour récupérer les images de la caméra de surveillance, sans se douter qu'une meute de loups affamés l'avait déjà repéré. C'était le 9 février 2014, près de La Ronge, Saskatchewan. La lumière du matin pénétrait lentement à travers la forêt boréale du Nord. Pour 2 hommes partant ce jour-là, cela ressemblait à une autre excursion habituelle dans les bois familiers. Mais sans avertissement, cela se transformerait en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible. David Lasky avait 45 ans, photographe animalier à temps partiel qui vivait près de Prince Albert avec sa femme et son fils adolescent. Il avait passé des années à suivre le comportement des animaux à travers des caméras à distance, apprenant à se déplacer silencieusement et à lire les motifs dans la neige. La photographie était à la fois sa passion et un revenu d'appoint. Son véritable travail était dans un magasin de fournitures de bois, mais les week-ends étaient consacrés à la forêt. Son cousin Jeff, âgé de 42 ans, le rejoignait souvent lors de sorties hivernales pour récupérer des cartes SD des caméras de sentier. Ils avaient grandi en chassant et pêchant ensemble, bien qu'aucun d'eux ne porte plus d'armes à feu. Ce week-end-là, après une légère chute de neige, la fin de saison avait rendu les cerfs de la région rares, et David voulait vérifier un ensemble de caméras qu'il avait laissé près d'un ruisseau gelé au nord du lac Waskesiu. Ils avaient entendu des hurlements lointains auparavant, jamais près, et David croyait que les loups évitèrent les humains par instinct. Le plan était simple, une randonnée de 2 heures en motoneige, une courte marche jusqu'aux caméras, et retour avant le crépuscule. Les loups de la région étaient généralement des animaux gris avec un pelage épais pesant en moyenne environ 90 livres. Ils se déplaçaient en petits groupes familiaux de 4 à 8. Leur force résidait dans la coordination, la poursuite silencieuse, le contournement stratégique et la patience plutôt que dans la vitesse pure. Dans des conditions normales, ils évitaient complètement les gens, se concentrant sur les cerfs et les orignaux le long des lisières de la forêt. Les hommes habillés en équipement isolant et ne portant qu'un seul signal lumineux rouge pour la sécurité. À 9h30 du matin, ils ont garé leur motoneige près du ruisseau et ont commencé à marcher le dernier demi-mile à travers la neige tassée, leur souffle suspendu dans l'air calme. Au début, tout était normal. Ils ont atteint la première caméra, nettoyé l'objectif et échangé la carte SD. Aux alentours de 10h15, alors qu'ils traversaient le ruisseau, la botte de Jeff a glissé sur une plaque de glace croustillante, mais solide des récents cycles de dégel-refroidissement. David s'est accroupi pour l'aider à se relever, stabilisant son cousin par le bras. C'est à ce moment-là que les deux ont remarqué un léger mouvement parmi la ligne d'arbres de l'autre côté du ruisseau. Les animaux restaient immobiles au début, seuls leurs yeux captant la lumière. Jeff se redressa et agita les bras, criant pour les effrayer. Les loups ne s'enfuirent pas. À l'insu des hommes, un cerf fraîchement tué était à moitié enterré dans la neige à environ 20 mètres derrière la lisière des arbres, une carcasse cachée que les loups avaient traînée là la nuit précédente. La meute était stressée par la nourriture, défendant le cache plutôt que de chasser. Ils commencèrent à s'étaler lentement, formant un demi-cercle lâche. David murmura qu'ils étaient juste curieux, que ce bruit les ferait fuir. Mais même en parlant, l'un des loups baissa la tête et commença à avancer.
Les hommes commencèrent à reculer vers leur motoneige, se déplaçant rapidement, mais sans se retourner. Les loups suivirent, silencieux et réguliers. Puis le premier bond arriva. Une forme grise a traversé la glace, mâchoire serrant l'arrière de la jambe de David. L'impact l'a projeté face contre neige. Jeff a tourné et a cherché le feu de détresse, mais ses gants ont malmené le bouchon. 2 loups de plus sortiraient des arbres, bondissant rapidement, leurs pattes envoyant des éclats de poudre blanche. David essaya de se dégager d'un coup de pied, laissant des traînées de sang sur la neige. Il parvint à se retourner sur le dos et à balancer un bras, frappant un loup sur le museau avec son sac de caméra. Mais un autre frappa du côté, ses dents trouvant son épaule. Jeff alluma finalement le signal lumineux, la flamme rouge sifflant. Il le dirigea vers les animaux. Un loup grogna et recula en arrière. La fourrure était brûlée le long de son flanc, mais les autres tenaient en leur position. David était maintenant à genoux, une main pressée contre sa cuisse, le sang pompant sombre et rapide à travers ses doigts. Il essaya de se lever, mais sa jambe s'effondra sous lui. Jeff chargea en avant avec la torche, criant, l'agitant plus agressivement. La chaleur les repoussa momentanément, les faisant tourner juste hors de portée. David s'affaissa sur le côté, haletant, son souffle court. Le flambeau brûlait régulièrement, sifflant dans la main de Jeff alors qu'il le balançait en larges arcs, forçant les loups à hésiter. Ils se retirèrent dans les arbres, grognant bas alors qu'ils disparaissèrent de vue. Jeff appuya sur la blessure de son cousin, mais elle était trop profonde. En quelques minutes, le mouvement s'arrêta. Il rapprocha le sac de l'appareil photo de David et utilisa son téléphone pour appeler à l'aide. La réception était intermittente, mais un faible signal parvint à une station de garde forestier à proximité. Les autorités arrivèrent environ 40 minutes plus tard en motoneige. Ils trouvèrent Jeff assis à côté du corps, tremblant de manière incontrôlable. Des traces de loups entourèrent le site dans un large cercle, avec des marques de traîne menant vers la lisière des arbres et la carcasse de cerf cachée. Le rapport officiel indiquait que la cause du décès était une exsanguination due à un traumatisme de l'artère fémorale, cohérent avec des morsures de grands animaux. Des agents de conservation provinciaux, assistés par des agents fédéraux de la faune, ont fermé la zone dans l'heure qui a suivi. Des échantillons ont été prélevés sur les marges de morsures pour analyse ADN et la meute impliquée a ensuite été capturée et relocalisée dans une zone de gestion éloignée au nord du lac Reindeer. Les biologistes de la faune ont suggéré que les loups défendaient une cache de nourriture, non pas qu'ils chassaient activement. Mais la différence importait peu pour ceux qui ont vu les conséquences. La neige de la Saskatchewan est devenue cramoisie avec le sang du photographe. Et en Russie, un travailleur forestier descendrait de sa motoneige en panne avec 4 loups affamés déjà autour de lui. C'était le 15 novembre 2016, dans les forêts reculées du Primorsky Kraï, à l'est de la Russie. La neige tombait en un voile constant, étouffant les sons habituels de la taïga. La radio de Nikolai Baranov était restée silencieuse depuis le matin. Le dernier rapport, bref et routinier, n'avait donné aucun indice que le soir, sa route se terminerait dans le silence et le sang. Nikolai avait 52 ans et avait passé la majeure partie de sa vie dans ces forêts. Travailleur forestier de métier, il gérait des patrouilles dans les zones tampons près des montagnes Sikhoté-Alin où il surveillait les pièges, les limites de coupe et les activités de braconnage. Il vivait seul dans une petite colonie près de Dalnerechensk. Sa routine était construite autour des rythmes de la forêt. Cette semaine-là, on lui avait assigné la tâche de surveiller une réserve de chasse après des rapports de loups s'approchant des villages. Il est parti avant l'aube sur sa motoneige, un sac en toile rempli de pain, de thé, d'une hachette et de fusées éclairantes. Les collègues ont dit qu'il préférait souvent travailler seul. Il a affirmé qu'un deuxième moteur effrayait simplement la faune. L'assignement de ce jour-là était simple, documenter les traces d'animaux après la première neige complète. Les loups avaient été de plus en plus actifs, chasser des hauteurs après une baisse du nombre de sangliers. Ici, les loups pouvaient parcourir jusqu'à 20 miles en une seule nuit, poussés par la faim à travers le sol gelé et les bois clairsemés. Leur régime alimentaire changeait avec la saison. Cerf en automne, charogne ou petits mammifères durant les mois difficiles de l'hiver. Lorsque le froid intense s'installe et que les proies disparaissent sous la glace ou la neige, l'instinct se confond parfois avec le désespoir. Une odeur humaine, faible et inconnue, pourrait encore déclencher le même réflexe ancien de suivre, tester et réduire la distance. Les habitants ont averti des animaux suivant les pistes de traîneaux au crépuscule. Nikolai a entendu les mêmes avertissements à la station ce matin-là, mais ne les a pas pris au sérieux. Il avait vérifié son pistolet de détresse, mais avait laissé son fusil derrière, invoquant son poids et son court trajet. À midi, le temps avait changé rapidement, rafale de neige et visibilité réduite. Son superviseur a fait plusieurs tentatives radio qui sont restées sans réponse, supposant une défaillance de la batterie à cause du froid. Quand le soir est arrivé et que Nikolai n'était toujours pas revenu, Yevgeny, un garde forestier voisin et ami de longue date, s'est préparé à suivre son itinéraire avant la tombée de la nuit. Yevgeny est parti vers 17h avec une lampe de poche montée sur sa motoneige et une arme de poing sous son manteau.
Les traces étaient faibles mais visibles, une seule ligne de motoneige se dirigeant vers le nord, puis s'arrêtant brusquement à environ 800 mètres de la crête. Là, le moteur était à moitié enterré dans la neige, son phare brillant encore faiblement. Les empreintes montraient tant que Nikolai était descendu, peut-être pour dégager de la glace de la piste. Autour du site, un autre schéma est apparu. Des empreintes de pattes, profondes et se chevauchant, encerclant. La neige portait des traces de traînées, preuve d'un va-et-vient. Puis le cercle s'est resserré. À partir de ce moment, la scène s'est déroulée comme Yevgeny l'a décrit plus tard, une suite de luttes. Les empreintes humaines sont devenues irrégulières, se déplaçant en arrière. Une inspection plus minutieuse a révélé une branche cassée à hauteur de poitrine et un gant déchiré à 3 mètres. Une traînée de sang marquait le panneau latéral de la motoneige. À 30 pieds plus loin, la neige montrait des impressions claires de plusieurs corps pressant vers le bas, loups et hommes. Les loups avaient probablement approché silencieusement en utilisant la couverture de la neige et du vent. Les premières morsures étaient aux jambes, le faisant tomber. Des éclaboussures de sang sur l'écorce de bouleau voisine indiquaient une blessure artérielle en quelques secondes. Au fur et à mesure que l'attaque progressait, les preuves suggéraient un mouvement coordonné. Les marques de morsure indiquaient une retenue coordonnée depuis plusieurs angles. Sa veste était déchirée le long de la colonne vertébrale, montrant où un animal s'était accroché à son dos tandis qu'un autre lui déchirait le cou. Les empreintes de bottes se terminaient en pleine foulée, remplacées par des marques de traînée. Yevgeny les suivait prudemment, revolver dégainé, la forêt étrangement silencieuse. Il a trouvé le corps à 30 mètres en bas, près d'un ruisseau gelé. La neige autour était aplatie et rouge. Les loups avaient probablement mangé brièvement avant de se retirer. Des enquêtes ultérieures ont montré que les empreintes environnantes indiquaient au moins 4 individus. 2 adultes plus grands, 2 jeunes plus petits. Yevgeny a radio immédiatement la base. Il a fallu presque 1 heure pour qu'un véhicule à neige du poste le plus proche arrive, moment où l'obscurité avait déjà enveloppé la clairière. Les hommes ont soulevé le corps sur une bâche, prenant soin de ne pas perturber les motifs de morsure pour l'analyse. L'odeur du sang persistait même dans le froid. La meute n'est pas revenue, mais des hurlements lointains ont résonné alors que les secouristes sécurisaient la zone. Les restes de Nikolai ont été emmenés à Dalneretchensk pour examen. L'autopsie a confirmé une perte de sang catastrophique, avec de multiples perforations des principaux vaisseaux et un traumatisme écrasant des vertèbres du cou, cohérent avec une morsure fatale. L'heure du décès a été estimée peu de temps après le début de l'attaque. Le rapport officiel mentionnait un comportement prédateur exacerbé par la rareté hivernale. Les spécialistes ont noté qu'en 2016, une baisse inhabituelle de la densité de proie a été observée dans toute la région. L'incident a été mentionné une seule fois dans les nouvelles régionales, présentées comme une rencontre tragique par temps sévère. Il n'y avait pas de vidéo, seulement des photographies de l'équipe de secours qui n'ont jamais été publiées. Mais alors que les secouristes découvraient les restes méconnaissables d'un homme au fin fond de la nature sauvage russe, à des centaines de kilomètres de là, en Italie, un guide de randonnée sortait de sa tente, son faisceau balayant l'obscurité jusqu'à ce qu'il rencontre les yeux brillants de la meute qui l'attendait. C'était le 21 mai 2018, dans le parc national du Grand Paradis, au nord de l'Italie. La petite expédition de 4 personnes avait terminé le dîner près d'un feu mourant, laissant un sac de stockage non scellé près de la zone de cuisson. Giovanni Russo, 38 ans, avait travaillé sur ces pentes pendant plus d'1 décennie. Guide alpin certifié, lui et sa femme Elena dirigeaient de petites excursions de trekking pour les touristes à la recherche d'une authentique nuit en montagne. Giovanni était considéré par ses pairs comme pragmatique et équilibré, quelqu'un qui savait quand rebrousser chemin et quand poursuivre. Il avait grandi à Aoste et avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à parcourir les mêmes vallées où son père gardait autrefois des moutons. La région du Grand Paradis était devenue un point focal renouvelé pour la conservation. Les loups étaient revenus après des décennies d'absence, un fait que Giovanni respectait mais ne craignait pas. Il se voyait comme faisant partie de cet équilibre entre les humains et la faune. L'entreprise de guide du couple était spécialisée dans les itinéraires éloignés avec un minimum de perturbations et Giovanni disait souvent aux clients que les prédateurs évitaient des légendes. La randonnée de ce week-end était habituelle, une ascension douce et une nuit dans un camping désigné près du pré d'Alpmoney. Ses clients, un couple de randonneurs d'âge moyen de 1000 ans, avaient peu d'expérience en milieu sauvage mais faisaient entièrement confiance au couple. Cette nuit-là, l'un d'eux avait laissé un paquet de mélange montagnard ouvert près du foyer et des restes du dîner ont été jetés dans la même zone. Les loups de cette région pesaient en moyenne entre 60 et 70 livres, avec des plages gris élancées se fondant dans la forêt. Normalement nocturnes, ils chassaient le cerf rouge et le chamois, travaillant en meute coordonnée. Mais ces dernières années, les rangers avaient observé des jeunes plus audacieux s'aventurant plus près des camps humains, surtout lorsque les déchets alimentaires étaient accessibles.
Juste avant l'aube, vers 4 heures du matin, Elena s'est réveillée en entendant des bruissements doux, d'abord près de la zone de cuisson, puis un léger grognement bas et incertain. Elle a pensé que c'était un renard au début, jusqu'à ce qu'elle voie plusieurs silhouettes regroupées autour du foyer où le sac de nourriture non scellé était maintenant déchiré. Elle a chuchoté à Giovanni, qui a ouvert son sac de couchage et a attrapé sa lampe de poche. Il est sorti seul, l'air froid frappant son visage alors qu'il marchait environ 10, peut-être 50 pieds, vers la zone de nourriture. Le faisceau de sa lampe torche a éclairé 3 loups debout sur des emballages et des miettes éparpillées. Il a crié et agité sa lumière, mais ils ne se sont pas dispersés. L'un d'eux s'est avancé, les poils hérissés, les pattes fermement plantées sur le sol. Giovanni a crié à nouveau, frappant dans ses mains. Quand il fit un autre pas en avant, réduisant la distance, la femelle plus âgée se jeta sur lui, mordant son avant-bras dans un claquement défensif. Giovanni recula brusquement, mais le jeune continua, s'accrochant près de son coude. La morsure fut profonde, coupant les tissus près de la carotide et de la vertèbre lorsqu'il se tordit pour se libérer, une blessure rare mais catastrophique. Il est tombé en arrière. Le sang coulait de ses blessures. Les loups tenaient en leur position, incertains maintenant, encerclant le sac de nourriture tombé. Elena sortit de la tente avec un bâton enflammé du foyer. Les clients, figés dans leur abri, virent Giovanni effondré sur le sol, le sang s'accumulant autour de son col. Elena a crié et a balancé la torche, frappant l'un des jeunes sur le flanc. Il a poussé un cri et s'est retiré dans l'obscurité. Les autres se sont dispersés après un dernier grondement bas, disparaissant vers la lisière des arbres. Elle s'agenouilla à côté de lui, pressant ses mains contre la blessure, murmurant son nom encore et encore. La poitrine de Giovanni bougea une fois de plus, puis s'arrêta. En raison du mauvais signal à cette altitude, un client monta plusieurs mètres sur une pente voisine pour obtenir la couverture, réussissant à contacter les services d'urgence du parc. Les gardes forestiers sont arrivés au campement juste avant le lever du soleil. Le corps de Giovanni est resté là où il était tombé, partiellement recouvert par la veste de sa femme. Son visage était intact, mais le côté gauche de son cou présentait de profondes blessures écrasantes. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que la blessure fatale s'était probablement produite lorsque Giovanni s'était tordu pendant que le loup tenait son bras, une déchirure accidentelle le long de l'artère qui a provoqué un effondrement presque instantané. Les responsables ont qualifié l'incident d'escalade provoqué par la nourriture impliquant des jeunes, notant que les loups s'étaient nourris près de rations non sécurisées. Un programme de surveillance et de dissuasion à court terme a suivi, mais aucune élimination n'a été ordonnée car la meute n'a montré aucune audace supplémentaire envers les humains. Les funérailles de Giovanni ont eu lieu 5 jours plus tard à Aoste, alors que les montagnes italiennes résonnaient à des cris désespérés de l'épouse devant le corps sans vie de son mari. En Alaska, une randonneuse solitaire s'arrêtait sur une barre de gravier tandis que 5 loups avaient déjà commencé à suivre son odeur. C'était le 3 septembre 2013, près de la rivière Toklat dans le parc national de Denali, en Alaska. En début d'après-midi, le vent était tombé et le paysage était immobile, ouvert et silencieux. De loin, cela semblait calme, un endroit où rien ne pouvait arriver rapidement, mais le silence là-bas, c'était trompeur. Sarah Miller, âgée de 26 ans, était une randonneuse expérimentée d'Anchorage. Elle était connue pour son approche minimaliste, portant seulement ce en quoi elle avait confiance, s'appuyant sur ses compétences plutôt que sur l'équipement. Son plan cette semaine-là était de terminer une boucle de 2 jours près de la rivière Tokla, prévue pour coïncider avec la migration des caribous, suivant un itinéraire où des loups étaient souvent observés suivant les troupeaux. Elle portait du spray anti-ours, une balise GPS et assez de nourriture pour 2 nuits. Voyager seule ne l'intimidait pas. Elle l'avait fait pendant des années, documentant souvent ses itinéraires pour de petits blogs de randonnée. Les zones de l'arrière-pays de Denali nécessitaient des permis, qu'elle avait dûment remplis. Les gardes forestiers se sont rappelés plus tard qu'elle avait demandé des informations sur les mouvements des loups en fin de saison, mais elle n'a montré aucune inquiétude lorsqu'on lui a dit que les observations avaient augmenté près du corridor fluvial. Les loups avaient suivi les troupeaux de caribous migrateurs vers le sud et des traces fraîches avaient été notées quelques jours plus tôt. Pour Sarah, cela faisait simplement partie de l'environnement, un environnement qu'elle respectait mais ne craignait pas. Les loups de cette région pèsent en moyenne entre 70 et 100 livres, conçus pour l'endurance et la vitesse capable de parcourir 40 miles par jour. Leurs mâchoires exercent une force de morsure de près de 400 livres par pouce carré, suffisamment forte pour écraser un os. Ils s'approchaient rarement des gens, vivant de caribous, de lièvres et d'écureuils terrestres. Mais lorsque les proies se faisaient rares ou que l'odeur humaine portait des traces de nourriture, la curiosité persistait parfois. Cette semaine-là, les gardes forestiers avaient placé des avis près des débuts de sentiers, remarquant que plusieurs randonneurs avaient signalé des loups, les suivant à distance. Sarah avait probablement lu ces publications lorsqu'elle s'est déconnectée, bien qu'aucun enregistrement ne montrait qu'elle avait changé son itinéraire. Sa confiance dans ses précautions était compréhensible. Statistiquement, les loups de Denali évitaient les confrontations. Vers 16h, un groupe de touristes de passage dans un véhicule sur la route du parc a aperçu une silhouette solitaire debout sur un banc de gravier en contrebas de la crête. La randonneuse a fait signe, plus tard confirmé par ses vêtements et l'heure, d'être Sarah avant de continuer en amont vers la zone où se trouvait son camp.
Elle a atteint ses dernières coordonnées GPS peu avant 16h45. Les dernières photos sur son appareil photo récupéré montrèrent de larges vues de la vallée fluviale et un petit groupe de loups suivant un troupeau de caribous à une distance moyenne. Les traces trouvées plus tard ont indiqué qu'elle a quitté le principal banc de gravier pour se diriger vers des hauteurs, probablement en prévoyant de couper à l'intérieur des terres. Le premier signe de lutte a commencé à environ 800 mètres de sa tente. Son appareil GPS a enregistré des mouvements erratiques, des boucles rapides, puis un arrêt soudain. Les enquêteurs ont reconstitué la suite des événements grâce aux preuves matérielles et à l'analyse du comportement des prédateurs. Les loups s'étaient dirigés vers sa position une fois que le troupeau avait disparu de vue. Sarah les a probablement vus de loin lorsqu'elle a utilisé son spray anti-ours une fois. Des résidus ont été détectés sur la végétation environnante. Les relevés de vent cet après-midi-là ont montré un changement vers l'ouest, causant un retour partiel du brouillard de spray. Cela a fonctionné brièvement, repoussant les loups d'environ 20 pieds avant que le nuage ne se disperse. Ils ont commencé à tourner à nouveau, enhardis par l'odeur chimique qui s'estompait. Un flanc du groupe s'est approché par derrière, suivant sa retraite sur un léger talus. Des empreintes de mains profondément enfoncées dans le sol montraient qu'elle avait grimpé en hâte. Des traces de sang commençaient au sommet de la pente. Un loup avait probablement sauté en premier, attrapant son sac à dos ou son bras. Les sangles étaient déchirées nettes, ce qui correspond à une force de traction plutôt qu'à une coupure. Un deuxième loup a rejoint, visant plus bas, sa morsure rompant la peau le long de sa cuisse. Elle a essayé de riposter. La bombe aérosol était vide à côté de son sac. Mais le groupe était coordonné, l'un attaquant par derrière, les autres se précipitant en avant. Le sol à l'endroit était remué, avec de la terre et des poils, suggérant plusieurs minutes de mouvement avant qu'elle ne soit forcée à descendre. L'analyse des marques de tissu a révélé plus tard des morsures écrasantes au cou et à l'épaule, cohérentes avec une prise mortelle du type que les loups utilisent pour étouffer de grands proies. Son blouson était déchiqueté et la manche déchirée retrouvée à 20 pieds de là contenait encore des fragments de peau et de tissu. Les recherches ont commencé cette nuit-là avec des équipes au sol et un hélicoptère déployé après que les Rangers eurent remarqué que son véhicule n'avait pas bougé. L'avion a repéré une zone de gravier perturbée près du canal de Toklat le lendemain matin. Le corps de Sarah était partiellement recouvert de terre et de débris, son bras gauche manquant, probablement emporté par des charognards après l'attaque. Ils ont récupéré l'appareil photo et d'autres objets pour analyse, et ont confirmé par la suite, grâce aux horodatages, que sa dernière photographie avait été prise juste 6 minutes avant l'heure estimée de sa mort. Le parc a temporairement fermé plusieurs zones reculées le long du corridor de migration. L'échantillonnage génétique a confirmé que les loups appartenaient à la meute Toklat. Les enquêteurs ont déterminé que l'attaque avait commencé comme un test prédateur ou une réaction de proie qui a dégénéré mortellement. Mais sans approche répétée ou comportement de recherche de nourriture observé, aucune suppression n'a été ordonnée. Lors d'un débriefing privé, les gardes forestiers ont expliqué les conclusions aux parents de Sarah, qui ont ensuite publié une courte déclaration exhortant le parc à ne pas punir ceux qu'ils protègent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, cliquez ici pour en voir plus.